attendez, non, je tournerai le PC, on va pas s'embêter. Bon, du coup, on va pouvoir commencer. Du coup, j'allais dire bonjour, mais on se voit depuis ce matin. En tout cas, on va attaquer cette plénière, syndicalisme étudiant, syndicalisme de transformation sociale. Merci à toutes et tous d'être venus la suivre. L'idée de cette plénière, on l'a trouvée assez importante. Pourquoi? Parce que bon, je pense que j'apprendrai rien à personne si je dis que notre organisation est assez neuve, elle date de 2019. Cependant, tant par l'histoire de certains syndicats locaux, mais au-delà de ça, parce qu'elle représente par comment est-ce qu'on s'organise au quotidien, l'alternative s'inscrit dans une histoire qui est beaucoup plus longue, de laquelle elle est héritière, qui est celle du syndicalisme étudiant, qui peut remonter à 1907. Et dans lequel voilà, nous sommes héritiers de cette histoire. Et donc c'était l'idée de se dire, voilà, brosser un petit peu l'histoire du syndicalisme étudiant. On a déjà longuement vu lors de diverses formations le rôle fondateur et extrêmement important de la charte de Grenoble. L'idée ici était peut-être plus de revenir sur d'autres moments importants pour le mouvement étudiant ou le syndicalisme étudiant, et comment à travers ces différents événements, le syndicalisme étudiant s'est totalement inscrit dans le syndicalisme de transformation sociale. Donc, le but c'est de prendre trois grands événements, peut-être se dire que quand même le syndicalisme étudiant a bien évolué depuis la charte de Grenoble, rien que par son milieu. Quand on parle de 1960, c'est près de 200 000 étudiants. Un étudiant sur deux est adhérent à, peut-être mieux comme ça si vous m'entendez mieux, mais un étudiant sur deux est adhérent ou adhérente à l'UNEF. Donc on a clairement un syndicat de masse qui fait adhérer la moitié des étudiants, mais en même temps bien moins d'étudiants, parce qu'aujourd'hui nous sommes près à 3 millions d'étudiants, donc vous voyez bien la différence tant sur l'organisation que sur les enjeux politiques qui sont ceux des syndicalistes étudiants de l'époque. Et donc l'idée c'est de comprendre comment est-ce que nous sommes peut-être arrivés là. Pour cela, je remercie très chaleureusement nos invités, donc M. Dominique Vallon qui est avec nous en visio, qui était président de l'UNEF entre 1961 et 1962, donc qui pourra notamment nous parler de l'action de l'UNEF durant la guerre d'Algérie et comment est-ce que durant ce moment-là, l'UNEF s'est imposée comme une force importante de la gauche et du mouvement social. Puis M. Roby Morder, qui est président du GERM qu'on a présenté ce matin, qui lui reviendra un petit peu plus sur 1968 et le mouvement de Baquet. Donc voilà, pour peut-être introduire clairement cet élément, on commence à parler de 1960, comme on le disait juste avant, le paysage universitaire et étudiant a bien évolué depuis 1960. Donc quand on parle de l'UNEF en 1960, de quel UNEF on parle, de quel syndicalisme étudiant on parle, et comment est-ce que justement cette organisation étudiante a pu se positionner contre la guerre d'Algérie. Donc voilà, c'est un petit peu la première question qu'on se posait. Et donc là, logiquement, c'est à vous, je ne sais pas si vous nous entendez. Et oui, et juste, du coup, vu qu'il n'y a que ça pour l'entendre, on devrait être excessivement silencieux pour le moment, parce que le son n'est pas très fort. C'est à moi? C'est ça. C'est ça. D'accord. Bon. Donc, juste un mot me concernant. Je suis né en juin 1939. Je suis rentré à Sciences Po Paris en automne 56. Et j'ai été élu président de l'AG de Sciences Po en 59, en octobre 59. Et ensuite, à Pâques 60, au congrès de l'UNEF, au bureau national, comme vice-président chargé d'action. Comme il a été dit là par qui sont prénoms par Provo, que l'UNEF représentait la moitié des étudiants adhèrent à l'UNEF. Alors pour le comprendre, il faut bien voir que la force de l'UNEF, c'est d'abord la force des AG de chaque université, et évidemment ensuite du travail fait au niveau national, et que ces AG étaient très engagés à la fois dans la gestion et la revendication. Elles géraient quelquefois des restaurants universitaires, elles avaient des services à Sciences Po, etc., etc. Donc cette activité gestionnaire, laquelle s'est ajoutée à partir de 1957 la co-gestion des heures universitaires, qui était une première, et ça vous fera
jamais. Donc, aussi bien au niveau des CROUS qu'au niveau du ciel. Cette activité gestionnaire allait faire avec une revendication fondamentale qui était celle de la démocratisation de l'université et de l'allocation d'études. Et donc, toutes les réformes universitaires, tout le régime des bourses, la situation du logement, tout ça a été vu à travers ceci. C'est qu'on était à l'époque dans une université très bourgeoise et que c'était le mot d'ordre absolu que de la faire basculer vers une université plus représentative du peuple français. Un petit mot peut-être sur l'activité syndicale. En 1958, De Gaulle vient d'être nommé président du Conseil. Et Danton, Georges Danton, qui était président de l'UNEF, a écrit une lettre pour dénoncer la carence du budget de l'éducation nationale. Et De Gaulle, inconscient, fait la bêtise de répondre en disant: Monsieur le Président, très poliment, je ne saurais admettre que vous me parliez de carence. Alors ça a du coup servi de point de départ pour une mobilisation étudiante vraiment massive. J'en ai un souvenir formidable aussi. Et on a été les premiers en 1958 à faire une manifestation de masse dans les rues, dans toute la France, contre le gouvernement. Sur l'Algérie, le sujet était central de la l'UNEF, notamment depuis 1955, avec la création de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, qui était évidemment nationaliste, d'une manière encore modérée, si je peux dire, au début, et très affirmée à partir de 1956. Et les débats au sein de l'UNEF étaient en permanence. Il y avait conseil d'administration sur conseil d'administration presque tous les mois, tous les 3 mois, sur le problème de relation avec l'UGMA. L'UGMA avait déclenché une grève des cours en mai 1956, en appelant, en tout cas la section d'Alger, appelant à rejoindre le maquis, et en France, en expliquant que dans le climat aussi bien politique en France que sur la situation d'Algérie, il n'était pas question pour eux de poursuivre les études normalement. Et donc, l'UNEF de droite, la majorité était à peu près égale entre les deux tendances apolitiques et syndicales, je dirais droite et gauche pour faire plus simple. Et la majorité revient à la tendance syndicale, donc la gauche, en juillet 1956, sur le projet de reprendre l'UGMA, alors même que l'UGMA avait déclenché cette grève qui était très politique. Et cette reprise de relation ne dure pas longtemps, parce que dans le contexte de la guerre, arrestation de l'avion de Ben Bella, Boutia, Saïd Ahmed en novembre 1956, durcissement de la guerre par Guy Mollet, l'UGMA demande à l'UNEF de prendre une position politique, déclarant que c'était une guerre coloniale et qu'il fallait négocier exclusivement avec le FLN. Le président de l'UNEF de l'époque lui répond que ce n'était pas possible, c'était pas leur opinion qui était en cause, mais l'adhésion ou non de la majorité des étudiants à une telle prise de position. Donc, à partir de à ce moment-là, l'UNEF rompt les relations, l'UGMA rompt les relations avec l'UNEF, elle sera dissoute par le gouvernement en janvier 1950. Et l'UNEF continue donc sans ce dialogue qui aurait été essentiel avec nos partenaires et nos camarades habituels. On attendra 1960 pour que ce que demandait l'UGMA, l'UNEF le fasse. Il a fallu presque 4 ans, 3 ans, pour y arriver. Parce que le milieu étudiant n'était pas a priori engagé d'une manière forte contre la guerre, en tout cas minoritairement. Et donc, les âgés, la majorité de gauche était faible.
Et progressivement, cette majorité s'est élargie. De plus en plus d'âgés sont venus aux élections de 59, par exemple, sont devenus de la tendance majoritaire syndicale. De sorte que cette période est une période, disons, de pédagogie politique active sur la guerre d'Algérie, avec en première ligne, en tout cas pour nous, à Sciences Po de Paris, c'était la solidarité avec les étudiants algériens, qui, militant aussi au FLN, étaient évidemment souvent arrêtés, mis en détention, envoyés dans des camps en Algérie. Donc, conversion en avril 1960, je regarde le minuteur. On peut déborder. En avril 1960, chose importante, c'était celui où on devait prendre une position forte, des contacts avec les repris officiers avec l'UGMA, et tout était mûr pour aboutir à une position très claire. Et l'UNEF a réuni tous les âgés de sa tendance, on les appelle les minots, enfin les âgés prioritaires, pour demander au président d'AG s'il était prêt à sauter le pas. C'est un débat pour moi vraiment extraordinaire d'intensité, d'engagement, et la décision était prise de dire oui, on y va. Et donc au Congrès, et ça a été une surprise pour tout le monde parce que rien n'avait fuité à l'extérieur, l'UNEF vote une motion très majoritairement déclarant que la guerre d'Algérie est une guerre coloniale et que donc elle n'a aucun sens sinon criminel, et réclamant des négociations du gouvernement avec le FLN. Dans la foulée de... Alors, c'était la première fois que dans les syndicales prenait une position aussi claire. Même la CGT se limitait à demander la paix en Algérie ou à protester contre la guerre, mais les négociations avec le FLN, de manière exclusive, aucune organisation ne l'avait prise. Dans la foulée de ce texte, c'est la reprise des relations avec l'UGMA. On les rencontre en Suisse et on rédige ensemble un communiqué commun qui reconnaît largement les thèses de notre motion. Alors là aussi, c'était un choc parce que aucune organisation syndicale, ou même institutionnelle, associative ou autre, n'avait affiché un partenariat et un dialogue avec le partenaire algérien. Et donc, ça soulevait beaucoup de problèmes à gauche, enfin ça a soulevé le problème, ça a réactivé, je pourrais dire, largement la gauche, ça a entraîné une réaction du gouvernement qui a supprimé la subvention de fonctionnement de l'UNEF, et les choses, nous avons compris ça. Je me souviens très bien, ces années après avoir reçu une grande souscription pour l'UNEF après la suppression en 1961 du reste de ce qu'il a été subvention. En juin 60, juillet 60, pardon, je vais à Tunis pour représenter l'UNEF au congrès du GEMA. Alors c'était quand même une grosse affaire parce que le président du GPR à l'époque était Gérard Cabas, des membres de son gouvernement et des discours très, très durs vis-à-vis de la France après l'échec d'une première rencontre entre des délégués français et algériens à Melun. Donc voilà, c'était pour moi assez formidable un ensemble de rencontres, mais évidemment en retour, ça n'a pas plu au gouvernement, et Pierre Godel, président du NEF, dit surtout ne rentre pas chez toi, va chez tes amis, et il est question que tu sois arrêté. Et puis, ça s'est limité à la suppression du mouvement sursis, qui était illégal, et qui donc le sursis était rétabli quelques mois plus tard. Deuxième volet de l'action de l'UNEF en 60, position assez proche en tout cas, CFTC, plutôt CFDT, CGT, plus difficilement la Fédération nationale, qui était très proche de la
CFIO, Force ouvrière était anticommuniste, refusait tout dialogue, toute présence de la CFIO. Donc, c'était pas évident d'arriver à une action commune. Et l'UNEF avait un peu testé ça dès le mois de janvier 60, au moment des barricades d'Alger, où la réunion des CFTC, SEN, CGT et UNEF s'est tenue sur notre proposition au local de la mutuelle, qui était à l'époque à l'époque, c'était encore. Et donc, devant la difficulté d'après les comptables, de reconstituer un tel front commun pour une action collective, l'UNEF lance un appel unilatéral à toutes les associations et organisations démocratiques et tous les syndicats. Alors, c'était rompre, avec la CGT, c'était quelque chose de quasiment inacceptable, parce que la CGT était très dominante sur le front ouvrier et sur le front syndical globalement, et pour elle, l'unité d'action, c'était l'unité autour de ces mots d'ordre. Donc les discussions étaient très, très longues, difficiles, mais finalement, il y a eu un accord de la CGT, de la CFTC et de la FED avec l'UNEF pour un appel à une journée d'action pour l'appel en Algérie par la négociation, le 27 octobre. Le problème, c'est que notre objectif était de descendre dans la rue. Et si dans les régions, en province, c'était relativement faisable, et ça s'est fait de manière très massive et sans succès dans presque toutes les villes. Par contre, à Paris, c'était un point tellement sensible pour le gouvernement que les manifestations y étaient interdites. Et donc la CGT, ils ont activé en ce sens dans le PC. Le PC, il faut savoir que c'était à l'époque de Torres et qui insultait l'UNEF en disant que c'était une provocation petite bourgeoise. Il ne fallait surtout pas que la CGT s'embarque. Donc il y a eu une grande crise au PCF après cet appel. Et donc la CGT se retire du projet de manifestation à Paris, qui finalement n'aura pas été tout à fait dans la rue, parce que nous avons dû aussi reculer. Et après les discussions, nous avons occupé la mutualité dans toutes ces salles et l'accord pour occuper tous les abords de la mutualité. Et donc il y a eu au moins 10 000 personnes dans et autour de la mutualité. Et la police n'a pas respecté l'idée d'un accord autour et une répression assez pas mal de plus. Voilà, alors ça c'est vraiment 60, c'est vraiment l'année majeure. Et l'UNEF à l'époque était présidée par Pierre Gaudin. Ensuite, je suis élu président de l'UNEF au congrès de Caen en bac 61. Et donc l'action va continuer sur les mêmes bases, mais sans doute plus difficilement, parce que les choses majeures avaient déjà été faites. Et l'initiative de faire un appel unilatéral pour bousculer les organisations syndicales ne pouvait pas être répétée une deuxième fois. Ça aurait été... Dominique, ce que je te propose, c'est... Ah oui. Ouais, si ça te va, on fait juste une mini-pause. Non, il n'y a aucun souci, on fait juste une mini-pause là et on reprend sur un second temps sur... si ça te va. Parfait. Non, mais mon péché mignon, c'est manifester une nouvelle fois. Non. Je crois que ça ne déplaît pas, donc c'est bon. Mais c'est vrai que le côté visio rend les choses un peu plus dures à suivre et du coup c'est mieux de séquencer. Mais du coup, à contrario, avant de finir, mais je peux me tourner quand même, comment ça se fait nous, c'est des questions un petit peu qu'on a vues, c'est qu'on sait que l'UNEF aborde mai 68 assez faible, en tout cas l'appareil syndical est faible, alors qu'on sait très bien que mai 68 est un mouvement social d'ampleur pour la France, que l'étincelle est en partie, en tout cas donnée par les étudiants. Donc qu'est-ce qui explique cette faiblesse interne à l'appareil syndical et qu'est-ce qui, à contrario, désolé
de contracter les deux, fait que 10 ans, plus de 10 ans plus tard, on a 18, oui, on a le mouvement de Baquet qui est la volonté du gouvernement Chirac de revenir sur toutes les avancées qu'a pu faire le gouvernement Mitterrand et le mouvement étudiant sur les questions de sélection, etc. Qu'est-ce qui fait que justement le syndicalisme étudiant là est extrêmement fort, arrive à faire reculer le gouvernement Chirac et garder ses acquis. Merci en tout cas. Dominique reprendra la parole après, mais il y a des écrits de Dominique. D'abord, merci de l'invitation. Je suis content de revenir dans ma fac après avoir donné mon dernier cours ici il y a 18 mois, à peu près, 1 an et demi, et de le retrouver avec vous. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Je suis co-président du GERN, parce que nous avons une co-présidente, Johanna Cassapi, qui n'est pas là, mais voilà, c'était plus pour rectifier. Je dirais que sur ces thématiques un peu en préalable, vous pouvez, au-delà du peu de temps que nous passons ensemble, parce qu'on pourrait effectivement tenir très très longtemps, Dominique et moi, et nous deux on peut te dire quelques heures, enfin on ne va pas le faire, et renvoyer aussi vers ce que fait le GERN, le site du GERN, où vous trouverez des numéros spéciaux des cahiers du GERN, des dossiers sur la guerre d'Algérie et d'autres choses, sur 86, vous avez la chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes, donc on a par exemple sur les chars de Grenoble plusieurs séminaires, dont le dernier avec Dominique sur l'UNEF au lendemain de la guerre d'Algérie, voilà, et puis la collection GERN, et puis divers livres. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui a un lien direct avec la fin de la guerre d'Algérie, je veux juste te dire un mot, un peu d'actualité. Je suis très étonné, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait parlé entre nous un peu, et on est dans le débat sur le prolongement de la guerre d'Algérie, par le peu de réactions des organisations étudiantes, séparément et ensemble, sur la solidarité avec ce qui se passe en Iran. D'autant plus que c'est complètement dangereux de manifester en France en solidarité avec notamment le mouvement étudiant et les étudiants anti-iraniennes, que ça ne l'était, que les risques qui étaient encourus au moment de la guerre d'Algérie. Voilà, c'était la fin de la parenthèse, parce qu'au niveau institutionnel, du conseil d'université, du personnel de laboratoire, il y a beaucoup de motions votées. C'est une question que je me pose. D'un point de vue scientifique, ça servira à l'analyse, et d'un autre point de vue, ça sera peut-être à d'autres moments. Alors, on m'a demandé 68-86, je vais étendre un petit peu à 2006. Je ne vais pas faire exactement une chronologie, mais rappeler 3 moments. 68, c'est l'apogée du cycle qui est ouvert par la fin de la guerre d'Algérie, qu'on appelle les années 68. C'est l'apogée de ce cycle qui va continuer ensuite jusqu'à peu près, on l'a daté pour les étudiants, jusqu'à la grève générale contre le 2e cycle de 1976, à la fin du 2e cycle, et pour d'autres, ça va politiquement jusqu'à 1981, le changement de majorité présidentielle et parlementaire. Rappelez une chose, à chaque fois je vais le faire, 68, 500 000 étudiants, donc pas 200 000, mais en quelques années, plus que doublement, des effectifs. L'UNEF, c'est 50 000 adhérents, mais ça demeure une référence. Et le mouvement étudiant sert de détonateur à un mouvement de grève générale qui est la plus grande grève générale du XXe siècle. Et qui débouche quasiment par une discussion sur la crise politique, crise révolutionnaire, crise pré-révolutionnaire, mais à un moment donné, les lieux du pouvoir sont vides. Bon, voilà. Donc, pour aller très vite, en résumé. Donc, en fait, l'UNEF, au lendemain de la guerre d'Algérie, il y a quelques explications. Elle ne peut plus jouer son rôle syndical parce qu'il n'y a plus de grain à moudre du côté gouvernemental, comme l'a rappelé Dominique, qui a fermé à peu près presque toutes les portes de dialogue. Bon, c'est plus compliqué, mais grosso modo, c'est ça. Donc, pour la nouvelle génération dite algérienne,
qui fait EPOS, c'est-à-dire entre 62 et 68. La fonctionnalité syndicale habituelle représentative ne fonctionne plus. Et donc, ce qui reste, c'est ce qui a été utilisé au moment de l'Algérie, c'est la rue. Et en partie, et de plus en plus, les problèmes politiques. Donc, tout cet ensemble-là va provoquer à la fois une baisse du nombre d'adhérents de l'UNEF, en même temps que le monde étudiant se massifie, et une division interne, parce que c'est classique, moins on est, plus on se divise. Bon. D'autant plus qu'il y a eu le monopole de représentativité a été atteint en 1961, quand, pour punir l'UNEF de Dominique, le gouvernement soutient, finance, etc., et reconnaît la scission FNEF, une scission pro-gouvernementale, dite apolitique. Voilà, si vous voulez, quelques éléments sur 68 pour rester dans les temps. 68, c'est la loi Faure, ce sont les élections. C'est-à-dire que là, nous avons un double canal, un canal de représentation syndicale classique, de plus en plus divisé, parcellisé, et on a un canal de représentation électorale, auquel vont s'ajouter, pendant toutes ces années 68 jusqu'en 86, des mobilisations dans lesquelles ce ne sont pas les syndicats étudiants qui tiennent le haut du pavé, mais des assemblées générales, un système de coordination, un rapport plus ou moins compliqué qui n'exclut pas les syndicats, mais souvent les syndicats, les deux UNEF et d'autres, sont réticentes, mais reconnaissent plus ou moins suivant les moments. L'inconvénient des coordinations, c'est quand la lutte est finie, elle est terminée. Et les coordinations avec. 86, 1 million d'étudiants, un syndicalisme étudiant extrêmement faible. Je peux dire que, je fais une petite remarque, quand des fois dans les débats de l'UNEF, on dit « Oh là là, dans les années 80, on était 50 000, maintenant on est 10 000 ou 20 000, on a baissé », l'UNEF n'a jamais été à 50 000. J'étais à la fondation, je peux l'attester, de 80 à 82, 83, j'avais à peu près 10 à 12 000 adhérents. Bon, voilà. Donc la chute, il n'y a pas de vraie chute, du point de vue des adhésions, donc sur l'échelle des années. Par contre, ce qu'on a en 86, c'est un faible nombre de militants. J'avais compté à peu près 1000 à 2000, maximum de militants de gauche, organisés, intervenant dans les universités pour un millier. Il y avait plusieurs milliers de militants organisés en 68. Hein. Le secteur lettres en 65 de l'UEC à la Sorbonne, c'était 4000 adhérents de l'Union des étudiants communistes. Il faut avoir ça en tête. Et donc, 86, on a un mouvement contre une réforme universitaire qui introduit la sélection, qui renforce la sélection, attaque la valeur nationale des diplômes, promeut l'autonomie des universités. Ça échoue, le projet est retiré. C'est une manifestation, un mouvement énorme, le plus important qu'on ait jamais connu, peut-être 2006, à l'université, avec une grève générale étudiante et lycéenne, mais lycéenne peu organisée. J'ai souvent dit que c'est un mouvement lycéen dirigé par des étudiants. Pour des manifs, c'était des lycéens. Et ce mouvement, il reprend le répertoire traditionnel qui sont les coordinations, que toutes les organisations sont obligées d'accepter tellement elles sont petites. Et dans les AG, puisque j'étais à Nanterre à l'époque, en 86, on voyait bien que derrière la formule de l'apolitisme, c'était plutôt l'indépendance. On est indépendant des organisations. On est asyndicaux, apolitiques, ça, on est indépendant, mais en même temps, les gens qui étaient élus, tout le monde savait très bien que c'était des militants syndicaux. Mais il ne fallait pas le dire. Mais tout le monde le savait. Donc, ce n'était pas une arnaque, hein, je veux dire, mais ça faisait un petit peu partie des règles du jeu à ce moment-là de ce qui se passait dans la société. Je voudrais, troisième
troisième mouvement qui est important, c'est 2006. 2006, on n'est pas loin, on est aux environs de 2 millions d'étudiants. L'UNEF, les deux UNEF n'en font plus qu'une, donc elles se sont unifiées dans un contexte. Bon, c'est pas le lieu d'en discuter ici. Est-ce que c'est une réunification? Est-ce que c'est une fusion-absorption? Ça, j'ai tendance à croire que c'était une fusion-absorption. Enfin, à croire, c'est pas à croire comme ça. Bon, voilà, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais c'est important du point de vue de la symbolique. Du point de vue de la symbolique, d'autant plus que 2006, l'UNEF est vraiment à l'avant-garde, il y a un grand mouvement avec coordination, mais spécificité. 2006, c'est une loi, c'est le Code du travail qui est en jeu, c'est pas une réforme universitaire. C'est un mouvement étudiant, donc il y a une double affiliation, il y a les coordinations étudiantes et il y a l'intersyndicale. Donc et là, il peut y avoir tension. Bon, je ne développe pas plus, on pourra rentrer dans le détail, je renvoie au livre de Paolo Stupia, 2006, une victoire étudiante, point d'interrogation. Mais là, si vous voulez, la jeunesse est montrée vraiment à l'avant-garde, la jeunesse étudiante à l'avant-garde, encore une fois, comme le dit la Charte de Grenoble, l'ensemble de la jeunesse et du monde du travail, sont des manifestations énormes, avec participation de syndicats, de travailleurs de plus en plus. Et ça aboutit à une victoire totale, qui est tout de même la première fois où on a une loi qui est votée, qui est promulguée au journal officiel, un président de la République qui vient à la télévision dire on s'est voté, c'est promulgué, mais je vous promets, je ne l'appliquerai pas. Ce qui, du point de vue du droit constitutionnel, était un peu spécial. Bon, j'avais écrit un petit mot en tant que juriste là-dessus. Et finalement, le Parlement abroge cette mesure et la remplace par autre chose. Et le deuxième volet, qui était le contrat de nouvelles embauches, il n'est pas retiré. Bon, la grève s'est arrêtée, mais il fait l'objet de recours juridiques, plus personne ne l'utilise. Et 2 ans plus tard, l'OIT et la Cour de justice de l'Union européenne invalident le CE2, qui était une variante du CPE, mais pour les non-étudiants. Donc, je conclus par une chose. Il faut le nombre d'étudiants et le rôle de sociabilité du syndicalisme étudiant. En fait, on a l'impression que plus l'université devient une université de masse, moins les organisations étudiantes syndicales ont le rôle que pouvaient jouer les AG lunaires, notamment en province, dans les années avant les années 60, un rôle de sociabilité très important, qui est en partie couvert par le réseau associatif, par les réseaux associatifs, les associations étudiantes. Deuxièmement, la massification, elle a 2 conséquences du point de vue de la place du mouvement étudiant dans la société et dans la scène politique. D'une part, évidemment, c'est un nombre important qui, quand il se mobilise, marque l'actualité. Il y a 4 fois plus d'étudiants aujourd'hui, même plus 5-6 fois, qu'il n'y a de paysans. Bon, n'empêche que les paysans, quand ils manifestent et tout, ils sont plus entendus, ils sont considérés comme plus légitimes. Il peut y avoir des manifestations marins-pêcheurs qui aboutissent à l'incendie du Parlement de Bretagne, ou qui a déjà vu des manifestations paysannes, vraiment à côté des manifestations de jeunes qui débordent, c'est pas pareil. Bah, il n'empêche que les hooligans, c'est les jeunes, hein, c'est un peu cette image-là. Donc il y a l'effet immédiat, parce que c'est le poids du nombre, mais surtout l'effet à long terme. C'est-à-dire le fait que les thèmes qui sont portés, les discussions, les problèmes qui existent dans l'université, qui sont l'expérience acquise par les militants étudiants et lycéens, ils sont ensuite portés au sein même du monde syndical, du mouvement ouvrier, si j'ose un gros mot. Bon, je crois qu'ici, c'est pas un gros mot. Voilà, mouvement ouvrier au sens large, hein. Évidemment, c'est pas les ouvriers avec les mains calleuses du XIXe siècle, c'est le prolétariat d'aujourd'hui. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a à la fois ce répertoire d'actions qu'on va retrouver de plus en plus et qu'on voit par exemple coordination infirmière, coordination dans les années 80, coordination des instituteurs, donc qui étaient de plus en plus passés par l'université, donc peu de temps après le mouvement de Vaquet. Bon, mais on va le voir un peu au fur et à mesure, un peu partout, ces phénomènes d'auto-organisation.
et y compris du point de vue du rapport au travail. Il est évident que quand on a plus de 50% de la population active, avec des inégalités, mais qui a fait des études supérieures, ça change radicalement les approches et les rapports sociaux dans l'entreprise. Et là, c'est un enjeu de lutte entre, grosso modo, le capital et le travail, sur qui va capter ce plus d'éducation, de qualification, d'expérience, et dans quel sens. C'est-à-dire qui va pouvoir capter l'aspiration et les capacités à l'autonomie. Voilà. Et ça, c'est un grand enjeu, parce que de ce point de vue-là, le patronat a eu énormément d'avance quand il a effectivement donné de l'autonomie en individualisant, alors que l'un des enjeux aujourd'hui, en s'appuyant sur ce que c'est cette main-d'œuvre, son passage à l'université et par l'éducation, l'enjeu c'est d'avoir une autonomie, mais dans un cadre collectif qui respecte l'individu, mais dans un cadre collectif. Voilà un petit peu les... alors ce sont des phénomènes, oui, internationaux, moi je suis toujours très branché sur l'international. Quand vous prenez, regardez l'Iran, c'est 5 millions, c'est à peu près la même proportion d'étudiants qu'en France, hein, par rapport à la population. C'est un poids énorme, avec une moitié de femmes. Vous prenez l'Algérie, c'est à peu près 2,5 millions d'étudiants aujourd'hui, majoritairement étudiantes, et pas des étudiantes qui sont dans les filières ou délaissées. C'est-à-dire que plus on grimpe, plus on voit qu'il y a de femmes à l'université, à des qualifications très hautes, master, etc., et dans le cadre de l'administration. Il est évident que là aussi, ça bouscule la société algérienne et les rapports traditionnels. Ça, il ne faut pas le négliger dans les analyses. Du coup, Dominique, je vous laisse effectivement continuer sur votre passage en tant que président. Peut-être également, s'il y a insister aussi sur la question du... Enfin, vous avez commencé largement à le faire, mais sur la répression de l'État face au mouvement étudiant et aux initiatives étudiantes. Et les sursis. Les sursis. Les sursis, Dominique. Oui, non. Ça, c'est... Oui, oui. Alors, bon, effectivement, dans mon exposé trop long, mais j'ai oublié de parler d'un moment très important qui rejoint effectivement ce que disait un peu Robin sur les conditions de mobilisation étudiante, c'est la réforme des sursis. Bon, les sursis, c'était la possibilité donnée aux étudiants de ne pas partir directement avec leur classe d'âge faire la guerre en Algérie. Et donc c'était un régime qui avantageait la génération en cours d'études, mais du coup a entraîné le rappel dans le contingent des anciens. C'est-à-dire qu'en fait c'était un décalage de génération parmi les étudiants. Il y a toujours eu la même proportion d'étudiants à aller en Algérie que pour le reste de la population. Alors, le gouvernement veut réformer les sursis entre la fin 59-60 pour renforcer l'encadrement de l'armée en Algérie, pour faire venir beaucoup plus d'officiers, jeunes officiers, sous-lieutenants, etc. Et donc, attaque les sursis. Et l'UNEF s'est mobilisé contre et a fait un gros travail d'explication qui a entraîné que tous les mouvements de jeunesse ont déclaré leur solidarité avec elle et ont confirmé la validité du régime antérieur des sursis, de sorte que le gouvernement s'est trouvé isolé alors qu'il pensait faire de la démagogie contre le privilégié étudiant, et il a dû, après une grève de 48 heures qui était un peu une première pour le mouvement étudiant, qui a été suivie presque intégralement partout en France, il a reculé et il a abandonné la grève des sursis, il a abandonné la réforme des sursis. Voilà. Alors, pour dire un mot sur l'état de l'UNEF,
l'UNEF, les relations étaient des relations de travail d'un syndicat avec les services, avec les restaurants, avec le centre des œuvres, etc. Au niveau politique du ministre, je ne sais pas les choses qu'elles étaient avant en 60, mais en 60, après le congrès de Lyon, le refroidissement a été immédiat, en suppression de la subvention, mais les discussions pouvaient encore continuer. Difficilement, mais elles n'étaient pas impossibles. En 61, alors là, il faut dire un mot d'un personnage, c'était Michel Debré, qui était le premier ministre de Gaulle, qui était algérien français, qui avait même, sans doute, fait un attentat en Algérie contre le général Salan, avant qu'il rejoigne l'OS, bien avant. Et Debré a fait une fixation vraiment sur l'UNEF. Et bon, comme j'étais le plus mouillé sur l'Algérie apparemment, en tout cas, donc j'ai eu interdiction de dissocier, interdiction de présenter au concours au Sénat. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que, après l'élection du bureau en mai 61, le ministre de l'époque, qui s'appelait Paille, suite à la délégation que je présidais, n'ont rien discuté avec elle, ou bien simulation syndicale, et à ce moment-là, elle arrête, elle change elle abandonne. Donc, je lui ai dit, écoutez, non, il n'est pas question d'abandonner. Il dit, je vous donne 15 jours de réflexion. On l'a revu 15 jours après, et la réponse de la nôtre était claire, et la sienne est aussi claire. Il n'y aura plus aucune discussion avec l'UNEF qui a failli comme organisation syndicale pour devenir une organisation de caractère politique. Et dans la foulée, et c'était préparé déjà depuis assez longtemps, il suscite l'organisation qui s'appelle la CSD de la FNEC, et il lui donne tout de suite des places au Centre national des œuvres. Donc, je crois qu'on était 5 présents l'UNEF, il en reste 3, et les deux vont à la FNEC qui n'existaient que très vraiment assez. Et donc, j'imagine notre suite à la FNEC. Et c'est vrai que toute la stratégie de métier des dirigeants de l'UNEF qui m'ont précédé était de conjoindre la mobilisation qui est allée de plus en plus fort et l'unité syndicale. Et de mon point de vue, donc mon bilan, c'est évidemment un échec, puisque cette conjonction a échoué. Je pense que c'était déjà préparé. Le déroulement des scènes montre que et le congrès de Caen, où on a eu une motion demandant l'intégrité du territoire algérien, donc le Sahara. Et ensuite, on a fait un comité commun avec le GIMA sur le sujet, mais les choses étaient déjà théoriques et immédiatement des mises à point en 60. Et voilà, donc c'est vrai qu'à la fin de 62, pardon, à la fin de la guerre, il y avait deux grandes interrogations. La première, c'était quel est l'impact à moyen terme durable de la scission. Et deuxième sujet, comment l'UNEF peut rebondir avec la même dynamique sur des sujets internes à l'université, entendus au sens très large, socialement et politiquement, mais c'est bien le débat que Rodi avec beaucoup plus de sens de synthèse que moi, a évoqué à l'instant. Oui, oui. Il faut le. Oui, je rajoute une chose, c'est qu'il y avait déjà une scission à peu près pour les mêmes motifs en 1956-57, le mouvement des étudiants de France. À la différence de 61, c'était des AGE qui étaient partis avec une charte de l'apolitisme, en ayant rédigé une nouvelle charte de l'étudiant, et surtout
ils ont essayé d'obtenir, mais ils n'ont pas reçu à l'époque d'appui du gouvernement. Donc la scission a pu être résorbée au bout d'un an, c'est sous Pierre-Yves Cosset, les AGE sont retenus au fur et à mesure, sauf l'AGE d'Alger, qui a suivi sa voie jusqu'à devenir la base de l'OAS. 61, c'est une scission qui est faite à partir des offices, c'est-à-dire des secteurs, des fédérations, médecine, droit, pharma, bon, voilà. Je ne fais pas un dessin, voilà, c'était ça. Et effectivement, là, ça a tenu avec l'appui gouvernemental, comme l'a dit Dominique. Bon, parfait. Merci beaucoup pour ces deux éléments. Je pense qu'on peut passer un tour de questions. J'ai un certain nombre de questions. Dominique, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai les questions sur le chat directement, si jamais elles sont mal entendues. Je pense que vous n'entendez pas. Ouais. J'entends même pas très bien la tribune. Oui, j'imagine bien. Donc je vais écrire, ça ira plus vite. Et du coup, il y a Amy qui est là pour donner le micro. Donc je laisse, comme tout à l'heure, lever la main. Pour mention qui est vers elle. Ça peut être pareil, c'est pas mal aussi. Bonjour, merci à vous deux pour vos interventions, c'était très intéressantes. Et j'ai une question qui va en ressembler à deux, mais comme ça vous pourrez en fait y répondre tous les deux. D'abord pour Dominique, en fait, pour moi ce qui n'était pas forcément clair, c'est comment aussi les étudiants et étudiantes de l'UNEF ont vraiment ressenti de l'intérêt sur les questions de l'indépendance de l'Algérie. Et du coup, comment ça s'est construit durant toute la guerre d'Algérie. Et du coup, la question en fait, à laquelle vous deux vous pouvez répondre aussi, c'est justement comment les questions internationales plus largement étaient traitées, portées par les étudiants et étudiantes, et comment aussi, surtout après la guerre d'Algérie, comme vous disiez, Dominique, à la fin, sur l'impact après, en tout cas après la grande mobilisation autour de la guerre d'Algérie, qu'est-ce qu'on fait ensuite, et notamment sur les questions internationales, comment c'est resté dans le mouvement étudiant. Voilà, merci. On fait 2-3 questions. J'essaie de faire paritaire. Non. Personne ne veut faire de la parité. Déjà bonjour et merci beaucoup pour toutes vos interventions, c'était super intéressant. Et ma question est sans doute beaucoup plus courte. C'est un problème que nous on peut avoir aujourd'hui sur la façon dont on peut se coordonner avec le reste du mouvement social. Et du coup j'aimerais beaucoup savoir comment l'UNEF, à vos deux époques, a pu se coordonner justement avec ce mouvement social. Vous voulez qu'on en prenne une en plus Est-ce qu'il y a une autre question J'arrive pas. Merci beaucoup pour vos interventions. Ma question s'adresse plutôt à Roby Mordier. Est-ce que vous voyez un lien entre la massification de l'enseignement supérieur et, dans le même temps, la désertion par ces nouvelles masses étudiantes vis-à-vis du syndicalisme étudiant et plus particulièrement des deux UNEF à partir de la fin des années 70? C'est des questions intéressantes, mais un peu relou à écrire. Je pense qu'on peut déjà faire une première réponse et puis peut-être poser après. Dominique, je ne sais pas si vous voulez commencer à répondre aux questions, ou Roby. Non, c'est bien pour l'intérêt sur l'Algérie, non, c'est bien. Comment ça se passe? J'ai pas entendu la question. Alors, je vous les ai écrites dans le chat. Juste pour une boule. Oui, alors, moi j'ai regardé sur... Sinon, je
peux les répéter là. Je suis de 39, hein, alors... Pas de souci. Pas de souci. Non, je vous les répète ici, j'espère que vous m'entendez bien. Une première question peut-être sur comment les étudiants, et notamment les étudiants de l'UNEF, ont trouvé l'intérêt, c'est ça, ils ont trouvé pour intérêt la question de la guerre d'Algérie, et comment est-ce que c'est devenu pour les étudiants de l'UNEF une question primordiale. Et une deuxième question sur la coordination de l'UNEF et du reste du mouvement social. Et une troisième question, je crois qu'elle est plutôt adressée à Rudy Morder, sur voilà, est-ce qu'il y a un lien entre la massification de l'enseignement supérieur et le fait est que les syndicats étudiants n'avaient représenté plus la même proportion d'étudiants syndiqués que ce qu'ils pouvaient représenter en 1960. Ok. Bon, effectivement, les étudiants, je pourrais dire dans leur masse, en 55, en 56, n'étaient pas spontanément mobilisés contre la guerre. Ceci étant, le fait qu'ils doivent partir faire la guerre, soit immédiatement, soit d'ici 1 an ou 2 ans, était tout de même un élément qui pesait, même s'ils partaient faire la guerre, ils n'étaient plus dans les facs pour voter pour l'UNEF. Donc ça, c'était le fond, je pense, qui avait une certaine importance. Et sinon, ce que l'UNEF a mis en avant, c'est plusieurs choses. Le plus simple, c'était le budget de l'éducation nationale est sacrifié à cause de la guerre d'Algérie. Et donc toutes nos revendications, qu'elles soient proprement universitaires, sur le logement social, sur l'ensemble des services, ça n'avance pas ou ça recule parce que budgétairement la guerre d'Algérie bouffe de plus en plus d'argent. Deuxième élément mis en avant, c'était les crimes commis par l'armée française en Algérie. À partir de 1956, on commence à avoir, pour ceux qui veulent s'informer, on commence à avoir des courriers qui viennent de soldats du contingent, on commence à avoir des personnalités militaires qui, comme le général de la Bollardière, qui se retirent, démissionnent pour ne pas couvrir ce qui se passe. On sait, Le Monde, qui n'est pas un journal de gauche, mais qui sur là-dessus a joué un rôle important, rendait compte d'un petit peu de tout ce qui pouvait se dire. Il y avait des journaux qui étaient imprimés spécialement pour informer sur tout ce qui se passait en Algérie, toutes les informations qui venaient. Donc ça secouait tout de même pas mal de gens. Ensuite, on avait le problème de la démocratie en France, la censure de la presse. On voyait apparaître les journaux avec un blanc dans l'Humanité, dans Libération, je ne sais pas si le monde y a eu droit, qui étaient des articles qui avaient été coupés par la censure. On avait une télévision d'État. Il y avait Europe 1 et RTL, qui heureusement Europe 1 jouait un rôle assez positif sur le mouvement étudiant, mais la pesanteur l'univocal de l'État et sur la guerre pesait. Et on avait des interdictions de réunions, on pouvait venir à tout moment, et des manifestations à Paris dans la rue, qui étaient quasiment permanentes. Donc c'était ces moments-là, il y a eu des universitaires en Algérie et en France qui ont été arrêtés comme Mandouze. Donc il y avait du grain à moudre pour dénoncer la guerre. Et dernier élément que j'avais cité tout à l'heure, c'est les arrestations d'étudiants algériens qui étaient très fréquentes. Et bon, évidemment, ils étaient arrêtés parce qu'ils travaillaient avec le FLN. Mais d'abord, on n'était pas censé le savoir. Et ensuite, la solidarité étudiante jouait vis-à-vis des étudiants qui défendaient leur idéal national de l'université en tant que peuple du monde. Donc tout cela faisait un
qui a été, si je puis dire, fortement activé par l'affaire des sursis début de l'année 60. De sorte que, au Congrès de Lyon, je crois qu'il y a eu 544 mandats pour la motion contre à peine 200 contre. Et c'est allé en diminuant. À la fin, il y avait quasiment plus une opposition qui se mettait à quelques âgés ou qui s'abstenait, mais l'UNEF syndicale était devenue majoritaire très forte. Alors, sur la relation avec le mouvement social, je ne pourrais pas vraiment en parler parce que nous étions plutôt, on était invités, car en 60 au congrès de la CFDT, moi CFTC, pardon, mais je n'ai pas souvenir d'avoir été invité au congrès de la CFDT. On était demandeurs vis-à-vis du mouvement syndical, pas seulement sur l'Algérie, mais par rapport à l'enjeu universitaire. L'enjeu de la démocratisation de l'université était un enjeu sur lequel nous informions de nos positions, nous informions les syndicats, mais disons qu'il n'y avait pas le retour de solidarité de l'UNEF sur des mouvements sociaux. D'abord parce que ces mouvements sociaux, il y a eu des mouvements, mais qui étaient plutôt localisés sur les régions de vie des anciennes industries sidérurgiques, etc., où ça a commencé, mais plutôt à la fin de la période de la guerre d'Algérie. Mais il n'y a pas eu de mouvement social à connaissance majeur pendant la période de la guerre, et les syndicats étaient d'une très grande prudence. Alors on a dit que... Non, je ne dirai pas sur le... Je n'en dis pas grand-chose. Mais c'est vrai que on était vraiment des emmerdeurs. On demandait de s'intéresser au sujet de l'université, plein de sujets, et d'autre part, on les poussait, quelquefois au-delà de leur propre volonté, à s'engager sur une action massive. C'est la Fédération internationale. Elle a été très partagée avec des syndicalistes en Algérie, des Françaises, qui était important, qui avait un grand rôle à l'intérieur aussi. Ils étaient très proches, leurs dirigeants étaient très proches de la toujours. Alors il y avait bien le Sud qui était gauchiste, et il y avait des très fortes tensions à l'intérieur du syndicat de l'université. Et donc, quelquefois, nous avenions des dialogues avec des syndicats, pas de la fédération, mais le SNES a été un partenaire fréquent de nos manifestations, alors que la FEN n'est pas forcément tout. Donc, quant à la CGT, j'en ai parlé, mais la crise du PC, elle couvrait parce que c'était la fin d'une direction qui était, je veux dire, stalinienne, oui, je crois qu'on peut dire, par affinité longtemps, par mode de fonctionnement. C'était la fin de cette direction. Et donc, Sorel et Genève Werner ont voulu nettoyer en 1861, après le 27 octobre. C'était la crise des institutions communistes, c'était le départ de Casanova, l'édiction de Marty et d'autres grands militants. Bon. Et donc, voilà, on était respectés, mais on n'était pas forcément aidés. Bon, avec la CFDT, c'était plus facile, sauf qu'elle était un peu prudente et timide. Et sinon, un dernier truc, c'est quelque chose de choquant au cours de solidarité internationale. Après le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre, contre lequel, je dois dire
de la police parisienne qui avait jeté dans la Seine, tiré, tapé à mort les militants algériens, faire une manifestation dans la rue, qui n'était pas à notre portée d'une organisation commune. Le PSU l'a fait, mais 3 semaines après le 17 octobre, même le 1er novembre. Sinon, les syndicats de la CGT, de la police, je vous l'ai dit surtout, n'essayent pas de descendre dans la rue. Donc, on a pu faire que des textes qui n'étaient pas assez forts et faire une déclaration commune vraiment puissante de l'ensemble du mouvement syndical. Il a fallu attendre le 31 octobre pour arriver à un accord sur un texte qui est un texte syndical banal. Voilà. Et lors des obsèques des victimes de la répression du 8 février 1962, en Père-Lachaise, ni la CGT, ni la FED ont évoqué, par solidarité, des Algériens qui avaient été assassinés par la même police que celle qui avait tué 9 Français à Charles en donc c'est dire qu'il y avait quand même un grand retard de solidarité internationale et que un peu, pas sur toute l'année différente, mais même à des distances quelquefois importantes. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Je vous laisse répondre à vos questions qui vous étaient. Oui, c'est plus largement comment est-ce qu'on arrive à conquérir, à entraîner la majorité du milieu. Il n'y a pas de recette. Là, on est dans l'art, le savoir-faire, l'expérience, la capacité à percevoir ce qui se passe, à être un peu en avant, mais pas trop, pour ne pas se couper. Bon. C'est compliqué. Alors, même si on prend dans l'histoire plus dans 40, l'UNEF n'a pas été collaborationniste, elle n'a pas été résistante. Ça lui a permis de tenir. Si l'UNEF avait été résistante, elle aurait été dans la clandestinité. Est-ce qu'on aurait eu la charte de Grenoble? Est-ce qu'on aurait eu la même histoire? Est-ce qu'on n'aurait pas vu quelque chose à l'italienne? Bon, ça c'est des discussions avec Paul Boucher qui permettent effectivement de mettre beaucoup de nuances, même s'il était extrêmement critique à l'époque. Bon, au moment où il arrive, où ils vont vers la charte de Grenoble. Je dirais tout de même sur les questions internationales. Grosso modo, les questions internationales sont les occasions de clivage politique traditionnellement dans l'UNEF. Que ce soit avant la Deuxième Guerre, que ce soit après, les choix Est-Ouest, la guerre froide, ça concerne peu de monde. Ça concerne les militants, l'appareil au sens large. Bon. Évidemment, avec l'Algérie, c'est autre chose. C'est une guerre faite par la France aux Algériens. Bon, donc il est à peu près logique que la sensibilité soit plus grande et qu'on arrive à entraîner. Quelques années plus tard, on voit bien comment une partie des jeunes de la dernière génération algérienne est en pointe sur la solidarité avec le Vietnam. Bon. Mais on n'est pas exactement dans les mêmes registres. C'est-à-dire on n'est pas en France dans le type de mobilisation, le type de mot d'ordre, et c'est normal, qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très simple, c'est pas de guerre, bring the troops home now, ramener toutes les troupes maintenant. C'est évident qu'ils n'avaient pas à dire vive le FLN sud-vietnamien, vive Ho Chi Minh, même si certains l'ont dit. Je veux dire, c'est à chaque fois, tout dépend du lieu. Là, il y a une sensibilité. On peut comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est vrai que les oppositions russes à la guerre, elles ne sont pas dans la même situation. Elles seraient plus dans la situation proche, mais sous un régime plus dictatorial de celui de la France au moment de la guerre d'Algérie, que effectivement celui dans lequel on est nous maintenant par rapport à cette situation où on peut aller plus loin parce que on ne va pas dire toute française hors de Russie, bon, enfin en Ukraine. Enfin, bon, je pense que c'est une absurdité. Ça serait absurde. Donc c'est vrai qu'on a, et je pense que c'est aussi
un des problèmes d'éducation. Mais dans les questions internationales, il y a les questions éducatives, les questions de réforme, de stratégie globale. On peut dire que grosso modo, dans les 20 dernières années, à peu près dans l'ensemble des continents, quels que soient les anciens systèmes politiques qui existaient, on a à peu près un modèle néolibéral d'université concurrentielle, très professionnalisante, liée aux entreprises, à l'économie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il peut aussi y avoir des actions. En ce qui concerne les liens avec le mouvement social, ça a été dit, moi, on peut simplement citer quelques exemples, pas le modèle, mais quelques cas. Après-guerre, 45-46, les Lyonnais, les étudiants lyonnais de la Lyon, avec Paul Boucher, Miquet, se posent la question si on était une fédération étudiante de la CGT. Pour dire on est le char de Grenoble, jeunes travailleurs intellectuels, on fait partie du monde du travail, etc. etc. Ils ne le font pas par une simple et bonne raison, c'est que ça diviserait le mouvement étudiant. Parce qu'il y a une CFTC étudiante, c'est la Fédération française des étudiants catholiques, qui va reconnaître l'UNEF en 1950 comme ayant le monopole de l'action corporative, c'est-à-dire syndicale. Donc là aussi, c'est un choix tactique de dire on va avoir une autonomie étudiante pour garder l'unité et pour pouvoir être efficace. On peut avoir par la suite d'autres exemples. Par exemple, la CPT a souvent tenté de construire des organisations étudiantes en solidarité avec elles. C'était le MAS, ça a été PSA, c'était la Confédération étudiante. Le problème, c'est qu'on ne peut pas construire une organisation étudiante autonome en voulant la contrôler. Ça étouffe. Et donc, effectivement, parce que c'est toujours plus contestataire, etc., etc. Et donc, ça n'a pas spécialement marché. Solidaire, en 1995, avec Sud étudiant, avait fait un autre choix. Sud étudiant, Solidaire existe, donc je maintiens en tant que fédération. Donc, effectivement, le lien passe non pas par l'intersyndicalisme, mais par l'appartenance. La CGT est aujourd'hui confrontée à des questions comme ça. Il y a des endroits où il y a des étudiants salariés qui veulent constituer des syndicats CGT. Moi j'ai vu le 29 octobre des affiches à Paris, syndicats étudiants, lycéens, apprentis. Bon, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'en haut. Alors, on a eu des discussions, on a eu une présence dans leur débat, on voit bien, mais ça vient d'en bas. Les gens disaient, quand on voit le paysage syndical étudiant, finalement, nous, on est salariés. Dans l'UNEF, on avait la double affiliation longtemps. Par exemple, pour les pions, les maîtres de la MISE, ils étaient syndicats à la FED, et le syndicat de la MISE il y avait beaucoup d'étudiants. Après, évidemment, quand on est responsable syndical, étudiant, on a moins de temps pour l'être au niveau professionnel ou vice-versa. Mais ces questions-là se posent, parce que si 40% des étudiants travaillent, qui est un pourcentage donné qui n'a pas varié depuis les années 50, en tout cas pourcentage donné, et par contre le nombre n'est pas le même. 40% de 100 000, c'est 40 000, 40% de 2,5 millions, c'est 1 million. Et 1 million d'étudiants qui travaillent, ça veut dire 1 million de salariés précaires, à temps partiel, à tout ce que vous voulez, en CDD, mais c'est tout de même des salariés. C'est 5 à 6% du champ de l'UNEDIC, du monde du travail. Il faut toujours prendre les chiffres dans les deux côtés, les approches des deux côtés. Et ça, de ce point de vue-là, de toute façon, pour le syndicalisme et pour l'avenir du syndicalisme des salariés en France, des travailleurs, des travailleuses, le monde étudiant a une importance. Donc, ça aussi, c'est un renouvellement, y compris de renouvellement des pratiques, mais ça veut dire aussi oser laisser faire, laisser la place, se remettre en cause. Ça, c'est souvent difficile, mais c'est pas impossible. Ça a été le cas en 1946, ça aurait pu être le cas en 1968. Bon, on avait la conjonction, on avait un grand mouvement.
ça arrive rarement à froid. Les fusions, les vrais, c'est une conjonction, je prends le modèle avec Grenoble, 46, c'est entre à la fois des individus ou des courants qui sont porteurs d'un projet commun, même en ayant des appartenances différentes, et d'une situation favorable, de crise sociale, de dide, on occupe. Mais d'un certain point de vue, ça se prépare d'un point de vue programmatique, de pratique, d'expérimentation, et ça, il y en a plein. Et qui ne sont pas dans les... Dernier exemple, ne vous fâchez pas, mais la phage, c'est très étonnant. Moi, je l'ai su depuis 25 ans. Bon, d'abord, je suis arrivé en me disant, je sortais de l'INEF, en pensant pique-pendre. J'étais chercheur, je suis arrivé, observateur, déjà, ça m'avait frappé. C'est pas exact. Ça ressemblait beaucoup à l'UNEF de 46, que je travaillais dans les archives. Donc, des trucs comme ça, avec l'aspect corporatif, la Faluche. Il faut savoir, hein, quand vous voyez la photo du bureau d'AGE de Grenoble de 1946, ceux qui votent la charte, il n'y a qu'une personne qui porte, il y a deux personnes qui ont une Faluche. Paul Boucher à la Faluche, mais sur ses genoux, à la main. Et il y en a un autre, un grand derrière, qui a la Faluche sur la tête. Là, c'est Burton, FPP, communiste. Donc là aussi, il faut aller au-delà un peu de ce qu'on a en tête et de se dire qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné pour les gens qui revêtent des vêtements, c'est pas forcément ce qu'on pense. Et donc là, c'est la dernière question sur la question de la massification et sociabilité. Oui, c'est vrai que plus l'université est devenue de masse, plus la difficulté d'organisation et plus c'est dur. C'est connu déjà dans l'UNEF. L'AGE de Paris est traditionnellement, mais dès le début du siècle, du XXe siècle, l'AGE proportionnellement la plus faible. Vous avez quelques milliers d'adhérents pour, même pas quelques milliers d'adhérents pour 30 000, 40 000, 50 000 étudiants. Et l'autre moitié, bon, c'est-à-dire que les 4/5e de l'UNEF, voire les plus, c'est constitué de l'autre moitié d'étudiants qui sont en province. Mais on peut le voir aussi ici, dans des facs parisiennes. Quand vous avez des petites unités, des petites universités, il y a une sociabilité, y compris... Bon, le militantisme, c'est ça. Quand c'est gros, en plus avec la division, bah, c'est beaucoup plus éclaté. Donc là aussi, c'est un travail, ça par contre, au niveau d'association, qui est important, mais c'est vrai que l'UNEF, la grande UNEF, comme on dit, qui a toujours peu de temps, mais la grande UNEF, il y avait tout ça. Elle avait une fonction représentative, elle gérait les ciné-clubs, elle représentait, elle co-gérait les œuvres, elle gérait des services, bon, elle occupait tout le terrain. Et la mutuelle, Paul Boucher nous raconte, il passe de 120, de 70 repas à 1200 repas par jour après-guerre quand ils reprennent le restaurant. Pareil, il crée la mutuelle, la sécurité sociale étudiante et la mutuelle. Bon, les gens arrivent à l'UNEF parce que c'est en même temps l'UNEF et la MNEF de l'époque, hein, des fondateurs. Après, voilà. Donc c'est évidemment un monde étudiant de 2,5 millions, 3 millions d'étudiants aujourd'hui, jusqu'à l'université beaucoup plus décentralisée avec beaucoup plus d'autonomie. Bah, ça fait qu'on ne peut pas imiter ce qui a été fait. On peut s'inspirer, mais essayer d'adopter des formes qui conviennent. Et ça, c'est votre boulot. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir passer à un deuxième tour de questions, même si je sais que vous en avez un certain nombre. Quand même, je me permets de préciser que effectivement, il y a le site du GERME dans lequel vous avez tout un tas de documentation. Vous avez également leur chaîne YouTube dans laquelle vous avez tout un tas d'interventions, d'autres conférences qui ont été données de la sorte, dans lesquelles vous pouvez largement en apprendre et
voilà, apprendre des choses. Vous avez également, il nous reste des livres du Germe qu'on peut vendre ici sur les thèmes notamment qu'on a abordés aujourd'hui. Je vous demanderai juste, avant de conclure, de retenir votre attention 30 secondes, peut-être juste un propos sur la question de la sociabilité et des formes nouvelles qu'on a à apprendre. J'ai un peu, forcément que ça doit nous paraître loin, nous en tant que syndicalistes, le fait de gérer nos restaurants universitaires et autres, parce que bien sûr, aujourd'hui, nos rapports avec le réseau des œuvres est quand même bien différent, notamment depuis quelques cures austéritaires. Mais je me permets de souligner que dans un grand nombre d'universités, que notamment des syndicats locaux dans lesquels sont majoritaires, ça se réinvente sous de nouvelles formes. Je pense réellement à l'université de Rennes 2 où justement le lien entre le syndicalisme et la sociabilité est fait. Je pense effectivement à Montpellier où ce travail dans les CTU il est fait, même si c'est à bien moindre échelle que ce qu'on vient d'évoquer. Je pense aussi à Grenoble où vous avez l'espace de vie étudiante, quasiment le service de vie étudiante est géré par les syndicats. Et je me permets de soutenir, vraiment conclure que des nouvelles formes préexistent et que ça mérite qu'on s'y penche parce que pour le coup, je pense que en étant tout à fait humble sur ce qu'on est, bien entendu, on est bien loin d'être la plus grande force étudiante, etc. Je pense qu'au sein de l'alternative, arrive à se faire cette jonction entre l'aspect purement syndical et l'aspect de sociabilisation et associatif et comment les deux s'auto-alimentent. Et je parle sous contrôle, je suis acteur et militant et pas chercheur, mais de ce qu'on voit, clairement, ni la FAGE ni l'UNEF arrivent à faire cette fonction et je pense que c'est particulièrement intéressant et à montrer que ça ne s'oppose pas et que sur le drapeau, c'est pour ça que l'histoire de l'union syndicale et associative, je pense, a aussi un sens. Bref, peut-être pour deux mots de conclusion, je reviens sur ce qu'on se disait au début. Bien sûr, notre organisation, elle est très récente. Elle date de 2019, elle date de débats syndicaux forts sur, clairement, est-ce que l'UNEF et la FAGE répondent aux besoins des étudiants, tant en termes d'organisation du mouvement social que de besoins concrets sur les facs. Je pense que l'alternative s'est créée sur le fait que du contact, ça n'était pas le cas, à savoir où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va rester à perpétuité avec autant d'organisations étudiantes. Je pense que c'est un débat qu'on doit mener entre nous. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre organisation, elle n'est pas de nulle part, de spontanéité, elle est héritière de cette histoire et je pense qu'il faut la connaître, il faut s'en inspirer pour éviter de retomber dans certains écueils qu'on a pu voir. Il peut y avoir des grands mouvements étudiants sans pour autant avoir des grands syndicats étudiants capables de le coordonner, capables d'imposer un rapport de force fort au gouvernement et d'avoir des avancées significatives pour les étudiants. Ça, il faut qu'on en ait conscience et à contrario, c'est pas parce que l'appareil syndical syndique la moitié, deux syndicats la moitié des étudiants qu'on ne peut pas gérer un mouvement social et justement faire reculer un gouvernement. Et donc ça nous demande de regarder l'histoire du syndicalisme étudiant, ne pas rejeter en bloc des noms de syndicats, mais peut-être y voir que derrière ces noms de syndicats, il y a des réalités différentes que ce qu'on connaît aujourd'hui concrètement sur nos universités et prendre peut-être un petit peu ce recul qui nous est demandé en tant que militants syndicaux pour trouver source d'inspiration. Et puis après, peut-être un autre bilan qu'on peut tirer de cette plénière, c'est que le mouvement étudiant, le syndicalisme étudiant a toujours été, pour la gravité des politiques, a toujours été le caillou dans la chaussure et c'est ce qu'on doit continuer à être. Et on doit toujours être en capacité d'être une forme d'avant-garde, comme c'est écrit dans la charte de Grenoble. Pourquoi ? Parce que l'argumentaire sur lequel il est bien revenu, c'est qu'il y a sur la question de la lutte de classe, sur la question du rapport entre le capital et le travail, il y a un intérêt particulier au sein de l'université parce que c'est là qu'on a un temps où à la fois on a une disponibilité temporelle, qu'il y a une composition sociologique particulière qui nous permet de faire la jonction entre plusieurs classes sociales qui cherchent en commun leur émancipation, qui se posent des grandes questions d'intérêts généraux et qui peut-être ne sont pas juste sur leurs intérêts matériels immédiats. Et c'est aussi ça qui fait la force du mouvement social étudiant. On sait aussi concrètement que le mouvement étudiant, depuis la guerre d'Algérie, a toujours été, même bien avant, a toujours été réprimé, avec des formes bien différentes, avec des intensités bien différentes. Il ne s'agit pas de mettre un trait égal entre tout ça. Par contre, il faut bien voir que cette répression, elle a toujours existé, qu'on continuera à la combattre et qu'on continuera à y faire face. Et puis surtout, et je pense que ça doit, il y a clairement on va pas se mentir, on a quelques débats internes sur la question d'internationalisme. Effectivement, il y a sans doute une critique
à se faire sur notre internationalisme, sur le fait qu'on s'intéresse plus à cette question-là, et au-delà de textes, au-delà de communiqués qu'on pourrait sortir, d'actions concrètes sur lesquelles on pourrait aller, et je pense que ça doit être de la réflexion en commun sur comment est-ce que peut-être l'alternative renoue avec ce qui a fait aussi l'histoire du syndicalisme étudiant, c'est-à-dire la question internationale et la solidarité avec les peuples et les étudiants du monde entier en lutte contre leur régime d'oppression et d'exploitation. Bref, je remercie encore une fois réellement chaleureusement nos deux invités. Et merci pour cette conclusion où je me suis senti dans une dynamique qui était très proche de celle que j'avais connue il y a X années. Merci beaucoup. Merci beaucoup.